Imagine une rivalité tellement forte qu'elle dépasse le cadre du sport, qu'elle a des influences politiques et sociales, qu'elle représente à elle-même l'identité d'un peuple. Dans le milieu sportif, certaines rivalités subsistent même en dehors du terrain, allant parfois jusqu'à amener des tensions bien plus grandes. Comme vous le savez, le football est né en Angleterre, et la capitale britannique abrite un grand nombre de clubs de renommée internationale. Parmi eux, deux clubs se vouent une rivalité légendaire qui n'a rien d'une anomalie. Une lutte sans merci pour un territoire. Je vous conte ici l'histoire du North London Derby. Dans le nord de Londres, un club naît en 1882, fondé par les élèves d'une école et d'un club de cricket, les Hotspurs, littéralement tête brûlée. Ce nom vient d'un sir anglais, Henry Percy, un combattant dont le courage et la fougue inspireront la devise du club, Odere e facere, en latin oser et faire. Le premier bastion du football du nord de Londres est né, les Tottenham Hotspurs. Au début du XXe siècle, Londres est la plus grande ville du monde. Les usines tournent à flot, les communautés et les classes sociales se forment, et les Londoniens peuvent profiter d'un peu de repos le samedi après-midi. À mesure que l'Angleterre s'industrialise, le football devient l'un des seuls endroits où les classes populaires peuvent exister collectivement. Le soccer est alors en plein essor. Depuis que les clubs professionnels peuvent payer les joueurs, grâce aux nouveaux moyens de transport, les stades sont plus accessibles et des foules s'y déplacent en nombre pour assister aux matchs. Londres devient le phare du football européen. De nouvelles institutions naissent au sein de la capitale anglaise. West Ham, club d'ouvriers des docks extrêmement populaire. Chelsea, qui arrivera en 1905 grâce à des investisseurs. Mais revenons en arrière, car un club est venu jouer les troubles fêtes pour dominer le football anglais. Ça n'a fait que mettre le feu aux poudres sur la chasse gardée des Spurs de Tottenham. À cette époque, Tottenham rime avec habitude pour ses habitants. Mais le club est récent et ce n'est pas encore une institution. C'est en 1886, au cœur d'une usine d'armes, que des ouvriers créent leur club, le Dial Square de Woolwich, qui deviendra Arsenal. Un canon brodé sur le logo, comme un symbole de force. Le club se veut déjà structuré et ambitieux, là où les Spurs pratiquent plus pour le plaisir, mais une chose freine Arsenal dans sa lancée. Woolwich est un quartier isolé et difficile d'accès. Le club déménage alors à Highbury, et ce qui se veut être un choix pratique est perçu comme un affront, comme une intrusion par le club de Tottenham. Arsenal vient de construire un grand stade, de poser ses valises à seulement 6 km de son nouveau voisin. Ce sont les prémices du derby nord-londonien. Parfois, l'histoire toque à la porte, et en 1914, le monde est plongé dans la Première Guerre mondiale. Les ligues de football s'arrêtent, le sport est figé pendant 4 ans, et les stades deviennent des lieux de rassemblement militaire. Certains joueurs s'engagent même au sein de l'armée britannique, c'est le cas de Donald Sloan, joueur d'Arsenal avant la guerre, qui perdra la vie pendant le conflit. À cette époque, Tottenham est bien ancré dans le football anglais, et Arsenal avait d'ores et déjà entamé son processus de construction avec son déménagement à Highbury, mais la guerre mettra en pause tout ce beau monde, et il faudra attendre 1918 pour que le chapitre funèbre prenne fin. Quoi qu'on pense du football, il est un moyen de rassembler, de nouveau à cette époque, un peuple meurtri par les bombardements et la perte de nombreux hommes. Londres se reconstruit et le football redevient un exutoire. Et c'est à ce moment précis que la rivalité entre les deux clubs va basculer à jamais. C'est décidé, la première division comportera désormais 22 clubs au lieu de 20, et ce qui peut paraître une décision anodine va ancrer le conflit nord-londonien dans une nouvelle sphère. Avant la guerre, Tottenham se trouvait dans les dernières places du classement de D1, relégable donc en D2. Le club pense alors logiquement qu'avec ce changement de nombre d'équipes, ils auront leur place en Division 1, mais l'histoire n'a pas été décidée comme ça, et c'est avec un vote qu'Arsenal, pourtant 6ème de Division 2 avant la trêve, sera promu en First League. Vous l'aurez compris, la haine moderne entre les deux clubs vient de là. Cette fracture et ce sentiment d'injustice sera mal vécu par le peuple des Spurs, et même plus tard, les supporters nés bien après cette histoire en porteront encore les stigmates. Tottenham gardera quand même son identité forte et populaire, et Arsenal construira peu à peu sa structure à Highbury. Mais un tournant plus qu'inattendu bouleversera l'histoire des deux clubs. En 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, Londres est bombardée, et le club des Gunners, comme une ironie du sort, voit son stade tomber en ruine après qu'un obus y ait atterri. Arsenal n'a plus de stade. Et le plus fou, c'est que l'équipe va devoir jouer durant une saison entière, à seulement 6 km de là, vous l'aurez deviné, dans le stade le plus proche, White Hart Lane, l'antre de l'ennemi, Tottenham. On n'imagine pas à quel point c'est impensable de jouer ses matchs à domicile chez son plus grand rival. Et Arsenal, déjà considéré comme un club ayant fait irruption dans le territoire des Spurs à l'époque,
se retrouve cette fois-ci à faire irruption dans le stade même du rival. Mais la survie du championnat passe avant l'orgueil. Arsenal jouera une centaine de matchs dans le stade et la rivalité ne s'arrêtera pas, elle s'inscrira au contraire un peu plus dans l'histoire. Faisons un saut dans le temps. Dans les années 60-70, Arsenal est désormais une institution et chaque victoire, chaque conquête sonne comme un rappel de la suprématie du club sur son rival. Les Gunners prennent le championnat et la FA Cup en 1970. Tottenham regarde le doublé, le succès de son rival, mais devra attendre 1972, soit 2 ans plus tard, pour remporter la Coupe UEFA, un grand titre européen. Les Rouges sont alors marqués comme le club du nord de Londres, les Bleus et Blancs ont des ambitions européennes, et le sport tend à se mondialiser. Les années 2000 marqueront un tournant pour l'un des deux clubs, creusant un peu plus la distance avec l'ennemi. Il y a des moments où l'histoire accélère à une vitesse phénoménale. Et qui dit nouveau siècle, dit nouvelles ambitions, alors que le monde se remet doucement du passage à l'an 2000, de la naissance d'Internet et du flux d'infos qui en découle, le football est largement diffusé, sponsorisé et alimenté par le système tout entier. Arsenal s'enrichit et le football anglais est plus riche que jamais. Les Gunners vont alors réaliser l'exploit le plus délectable et insolent qui puisse exister en allant gagner le championnat d'Angleterre lors d'un match à White Hart Lane, encore un symbole pour ces deux clubs. Et encore une fois, à l'avantage des Gunners. Puis viendra la saison des Invincibles, où le Arsenal de Thierry Henry ne perdra aucun de ses 38 matchs et marquera encore un peu plus sa légende au sein de la planète foot. Que ce soit clair, à ce moment-là, c'est un top club européen. Là où Tottenham joue le milieu de tableau de la première ligue anglaise, le nord de Londres est alors rouge et blanc. Le derby historique n'est plus anglais désormais. Il a grandi et s'est exporté à l'échelle mondiale. Aucun supporter n'en a vécu les origines, mais la rivalité est encore ancrée en chacun, comme une cicatrice indélébile. Et les jeunes supporters perpétuent l'héritage laissé par des années de lutte. Chaque confrontation provoque la foudre, entre mots forts, silence et guerre totale sur le terrain. Peu importe le résultat, la bataille ne sera jamais terminée, jamais remportée totalement. C'est la suprématie qui compte. Le trône du nord de Londres est convoité, et ne sera jamais vacant. Les joueurs passent, les coachs aussi, mais le derby reste. C'est une histoire qui perdure sans avoir besoin d'en connaître la genèse. Et tant que quelqu'un portera l'une des deux couleurs, l'histoire continuera de s'écrire.